commencer d'abord pour vous redire que l'entreprise Olitis que vous connaissez donc, est rattachée à un groupe où il y a Amprolis Lab qui est laboratoire de production, Nathalie en parlera tout à l'heure, où là on fabrique les mélanges de plantes, extraits de plantes et aussi les produits issus de la technologie AMU. La technologie AMU, en fait, c'est une technologie allemande moi, que j'ai eu la chance de reprendre dans le groupe en 2017, donc ça fait 7 ans. Au départ, c'était une technique, en fait, on vient ce qu'on appelle informer les bases de silice. Donc la silice, c'est quoi? C'est du quartz broyé. Les pierres de quartz, certains connaissent pour ceux qui font de la lithothérapie. Et donc la particularité de capter les fréquences et des informations qu'on peut mettre dedans. Un peu comme une clé USB dans laquelle on mettrait des informations. Donc cette technologie-là, elle est arrivée donc en Bretagne, donc à Louvigné en 2017. Alors au départ, c'était pas aussi simple que simplement de récupérer une technologie créée 20 ans plus tôt par quelqu'un d'autre. Donc il y a eu tout un travail de recherche et on continue à faire des recherches puisqu'on s'aperçoit que les phénomènes de physique quantique qu'il y a derrière ne sont pas forcément tous connus. On connaît des choses, si je vous parle d'Einstein, vous connaissez tous Einstein qui a dit E égale mc2, et bien tout est écrit là-dedans. J'ai découvert, ça fait un an, que entre un électron et le noyau d'un atome, il y a du vide, et le vide a une masse, d'après les physiciens quantiques, et si vous multipliez la masse pour la vitesse de la lumière au carré, mc2, ça donne de E, c'est de l'énergie. Et cette énergie, c'est ça, en fait, qui permet de transmettre de l'information d'une plante à une autre, d'un animal à une plante, ou entre vous. Lorsque vous communiquez sans parler, il y a des choses qui passent, et ça s'appelle des champs scalaires, des champs d'énergie qui permettent de passer de l'information. Donc c'est sur ces technologies-là qu'on s'appuie. Alors on a un savoir-faire en fait sur les plantes, connaissance des plantes, mélange et association de plantes, d'extraits de plantes, d'huile essentielle, mais on peut aller plus loin en prenant la vibration de ces plantes. D'ailleurs, il y a des chercheurs qui ont fait des essais, qui ont pris la fréquence de l'oxygène. La fréquence de l'oxygène, c'est 384 Hz, donc ça se mesure, des Hz. Vous envoyez ça sous forme de musique dans un champ, et vous voyez le taux d'oxygène du sol qui monte. Donc c'est bien la preuve qu'une fréquence d'oxygène permet de monter le taux d'oxygène dans le sol, et si vous augmentez le taux d'oxygène dans le sol, vous avez plus de bactéries, plus de vers de terre, plus de champignons qui respirent. Donc finalement, vous faites travailler tout le monde gratuitement, juste en envoyant des bonnes fréquences ou des bonnes ondes, comme on dit. Donc voilà un petit peu le principe, et donc ça, il y a eu tout un travail pendant 5 ans sur la technologie AMU, de se l'approprier, puis de savoir vraiment comment ça fonctionne, parce que avoir un système qui fonctionne, c'est bien, mais savoir l'utiliser, et surtout l'améliorer, et puis en faire un vrai outil. Il faut savoir que la technologie AMU, aujourd'hui, les premières applications, c'est sur le sol, donc aujourd'hui, on utilise, on va vous montrer des produits qu'on met à 200, 300 grammes à l'hectare, et on est capable de faire 15% de rendement en plus, uniquement avec 300 grammes à l'hectare. C'est bien qu'il y a quelque chose autre que la matière. Donc ça, c'est vrai pour les sols. On peut l'utiliser aussi pour les racines, en enrobage de graines. On peut l'utiliser sur les plantes pour stimuler l'immunité et la vitalité des plantes. On a des applications sur les lisiers, les fumiers, c'est-à-dire augmenter la vie microbienne dans les lisiers. Ça permet de favoriser les bacillus, les lactobacillus, et donc indirectement d'occuper le terrain avec des bonnes bactéries, donc de laisser moins de place aux pathogènes. Donc ça, c'est une application lisier-fumier. Après, on peut l'utiliser aussi sur les animaux. De plus en plus, on rajoute en fait ces technologies-là dans les minéraux, alors, soit pour aller activer la qualité des bousses, mais aussi pour aller stimuler la santé, l'équilibre santé, puisque en fait, tout est une histoire d'équilibre. Donc, à partir du moment où on a un équilibre du microbiote, qu'on a les bonnes conditions, les pathogènes ne s'installent pas. C'est pour ça que quand vous êtes 5 dans une maison qui a la grippe, il n'y en a qu'un ou deux qui est malade. Les 3 autres, ils ont un bon équilibre biologique, ils sont bien dans leur tête, dans leur corps, et le virus ne leur fera rien du tout. Donc c'est vraiment cette démarche-là de se dire, si on crée les conditions de la santé et de l'équilibre, on n'aura pas un terrain favorable aux pathogènes, donc on aura beaucoup moins de pathologies. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais en tout cas, comme on dit, les antibiotiques ne sont pas automatiques. Donc si on peut les garder uniquement pour les cas extrêmes, ce sera toujours ça de gagner. Donc dans toutes ces démarches-là, en fait, on travaille sur ce qu'on appelle les équilibres oxydoréduction,
L'oxydation, quand on est oxydé, quand le fer est oxydé, il rouille, ben nous c'est pareil. La plante, elle rouille de l'intérieur, elle va être moins en capacité de se défendre. Donc c'est des phénomènes très simples, et Mickaël vous expliquera un petit peu plus. Donc on est dans cette démarche-là. Alors je vous disais donc le sol, les plantes, les effluents, les animaux. Il y a aussi l'eau, et là je vous présenterai tout à l'heure une technologie qui est issue de cette technologie-là, on est capable de travailler sur la structure de l'eau, c'est-à-dire d'organiser les molécules de façon beaucoup plus structurée, organisée, qui va faire que l'eau va être beaucoup plus fluide, va être beaucoup plus hydratante pour la même quantité apportée. On a fait des mesures dans des serres de tomates, on utilise 30% d'eau en moins pour faire les mêmes tomates quand on utilise ce genre de technologie. Dans le témoignage que vous avez sur la télé, on a un producteur de pommes de terre qui ne rit plus depuis qu'il utilise ces produits. Donc c'est juste un exemple pour dire que derrière une technologie de ce type-là, on peut modifier l'organisation des molécules, ça se mesure physiquement, et on est capable du coup de mieux utiliser l'eau. Donc si c'est vrai dans les serres de tomates, c'est vrai aussi dans le sol. Et une année comme cette année, je pense qu'on verra plus de différence. En tout cas dans le passé, les années sèches, c'est là qu'on a mesuré les plus gros écarts avec nos technologies, parce que c'est là qu'on a la plante a pu stresser, et donc on est capable de montrer les plus gros écarts de différence, puisque la plante se défend mieux. Et pour la petite histoire, donc là on est sur un projet aujourd'hui de traitement dans les stations d'épuration. Donc là on travaille sur l'eau, mais le traitement des eaux usées, où le fait de justement modifier la structure de l'eau en préparation donc, du traitement des eaux usées, on va utiliser moins de polymères chimiques issus du pétrole pour faire le même travail de séparation de l'eau et de la boue. Donc ça, c'est des applications qui fait que dans les stations d'épuration, on va économiser des centaines de milliers d'euros, parce que c'est des gros sous dans ces stations-là. Donc aujourd'hui, on a des essais en cours en Michigan, dans le Canada, on a un VIE en Taïwan, on est sur les Émirats et à Dubaï, parce qu'ils ont un peu de sous, ils ont pas beaucoup d'eau, donc ils travaillent beaucoup là-dessus. Juste pour dire qu'il y a des applications multiples à ce genre de technologie. Et donc la technologie, en fait, je vais l'expliquer un petit peu là-bas, c'est un procédé biophysique, naturel et énergétique qui va permettre à la fois de réguler l'oxydation, donc l'équilibre entre les protons et les électrons, et qui va travailler sur l'oxydoréduction indirectement de la plante. Donc ça permet un meilleur maintien pH, redox, des niveaux optimum biologiques, on verra dans les mesures tout à l'heure, et puis aussi offrir à la plante et aux animaux les moyens d'exprimer leur potentiel, parce qu'un animal ou une plante qui n'est pas oxydée, qui est en bonne santé, va pouvoir produire, parce qu'elle n'est pas en train de se défendre pendant ce temps-là. Donc ça, c'est la clé. Après, si on veut parler un petit peu plus bénéfices, je regarde juste ça. Donc, en fait, toutes ces technologies-là, on pourrait dire plusieurs avantages ou bénéfices. D'abord, ça va stimuler la vie du sol. Comme je vous disais, si on augmente la vie du sol, l'oxygénation, on a plus de bactéries, de vers de terre, de champignons, qui vont dégrader la matière organique. Un ver de terre transforme de la terre en terreau, ou en tout cas en nutriments pour la plante. On a même fait des mesures, pour ceux que ça intéresse. On trouve jusqu'à 70 composants homéopathiques à la sortie d'un ver de terre, alors qu'à l'entrée, il n'y avait rien du tout. Après, pour ceux qui ont pu expérimenter l'homéopathie, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui se créent dans la qualité de ce qui sort du ver de terre. Bon, c'est quand même une nouvelle approche. C'est vrai qu'aujourd'hui, se dire qu'on va travailler des aussi petites quantités, et en même temps, quand vous utilisez des produits chimiques, les quantités c'est très très faible. Ils sont dilués, mais c'est très très faible aussi. Donc on a travaillé sur la facilité d'utilisation aussi, parce que c'est soit une poudre qu'on utilise à quelques centaines de grammes hectares dans la pulvée, on peut la mettre sur un support en microgranulé, en granulé pour ceux qui préfèrent l'épandage, ou pour les bios qui n'ont plus de pulvée, ça arrive aussi. Voilà, donc on améliore le rendement, on améliore surtout l'assimilation des nutriments et donc indirectement la qualité. On le verra tout à l'heure sur la qualité, les taux de minéraux, d'oligo-éléments qui montent dans la plante, donc qui est le signe qu'il y a des éléments qui migrent mieux dans la plante. Donc ça permet de booster, et surtout c'est des produits non polluants, c'est-à-dire que quand vous soyez bio ou pas bio, quand vous serez en repas de famille, vous pourrez dire voilà, moi j'utilise des produits qui stimulent la vie de mon sol, j'ai des plantes qui poussent mieux, et j'ai pas besoin d'utiliser autant de produits chimiques, autant d'engrais qu'avant.
Donc c'est quand même un point important. Et puis au niveau économique, on considère que vous récupérez 5 fois la mise en moyenne par rapport à tous les essais qu'on fait. Donc autant il y a des produits qui font les rentabilités, on peut être limite, là on n'a pas de question à se poser. Et même les mauvaises années, on est toujours rentable. Donc ça c'est important parce que aujourd'hui on a beaucoup d'agriculteurs, d'éleveurs qui nous disent moi je veux bien investir, mais je veux être sûr que ce soit rentable, je ne peux pas me permettre de perdre de l'argent ou de faire une mauvaise année. Donc ça c'est important aussi pour la suite. Et puis bon, des années où il y a des problèmes de stock météo, comme je vous disais, on gère mieux l'eau, donc ça veut dire qu'on a une meilleure sérénité, on a une meilleure sécurité dans les rendements et dans la qualité des produits. Donc si on reprend rapidement, et je laisserai la parole après Nathalie, la technologie AMU, en fait, comme je vous disais, il y a plusieurs applications possibles. Soit on arrive sur les sols, c'est-à-dire que c'est un produit qu'on va mettre en préparation de sol lorsqu'on met les fumiers, les lisiers, on va mettre ça à ce moment-là pour activer la vibrobiologique et donc faire en sorte que ça se dégrade beaucoup plus vite. D'ailleurs, pour ceux qui ont fait l'expérience sur des fans de maïs, donc lorsqu'on fait du maïs grain, en quelques semaines, vous voyez les fans de maïs qui se dégradent très vite, alors que souvent on a des fins d'azote qui font qu'on a du mal à dégrader tout ça, et souvent on a des cannes de maïs qui se retrouvent un an après, qui sont en plus le nid pour les virales, parce que les adorent se loger là-dedans pour avoir à manger tout l'hiver. Donc le fait de mieux dégrader les sols, ça va améliorer tout ça. Donc on augmente aussi la disponibilité des nutriments. On peut appliquer les produits aussi autour des graines pour favoriser l'enracinement. Donc vous avez les mesures là-bas. Les principes, c'est simplement le renvage de graines, comme certains peuvent faire, et qui peut être mixé avec des produits chimiques. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a les semenciers sont à la recherche de plus en plus de solutions alternatives de ce type-là. On a plusieurs milliers d'hectares qui sont faits avec des semenciers aujourd'hui par ce type de produit. Ensuite, on va travailler sur la plante. Alors c'est peut-être là où on a le moins de mesures aujourd'hui. On le fait déjà depuis plusieurs années, mais on a vraiment pris le temps de faire toutes les preuves et les démonstrations sur les produits sols, parce que c'est la base. Vous imaginez un peu une pyramide, on commence toujours par le socle de la pyramide, c'est-à-dire le sol, ensuite les racines et après la plante. Donc l'oliplant, c'est quelque chose qui va aller booster la santé, l'immunité de la plante et le rendement à des phases clés qui sont souvent des phases de stress de la plante. Et puis le dernier produit dont on parle, le Lit-Compost, c'est quelque chose qu'on va pouvoir remettre dans les fumiers, dans les lisiers, et qui va commencer à faire travailler les fumiers et les lisiers avant de les mettre dans les sols. Et pour la petite histoire, on a fait des mesures chez des producteurs de porc où eux, ils ont vraiment des salles dédiées, des fosses dédiées, et on a 50% d'écart de production d'ammoniac en moins dans les salles, et donc on retrouve sous forme d'azote dans les lisiers. Donc l'ammoniac qui s'en allait en odeur chez les voisins, pour faire simple, vous le retrouvez en nutriments pour la plante sous forme d'azote liquide, et non lessivable. Donc c'est des petits détails, mais qui sont quand même importants, autant pour l'avenir, la pollution et puis la rentabilité. Donc là, l'idée des essais, en fait, dans un premier temps, on est parti avec Dominique, que je remercie de participer à l'Expé en technologie AMU. C'est d'abord le rendement, en fait, c'était humain, de tout de suite savoir l'aspect rentabilité économique, rendement. Donc en fait, ça, c'est des choses qu'on a travaillé tout de suite. Là, il y a une batteuse d'Expé d'or, mais ça fera la deuxième récolte d'ici peu de temps. Mais avant, c'était manuel avec Minibat, mais tout de suite, on a voulu aller là-dessus. Et l'idée, après, au fur et à mesure des années, c'était de ramener d'autres critères supplémentaires, en fait, pour mesurer et savoir ce qui se passait pour en arriver à avoir plus de rendement à la fin, en fait. Là, c'est le sommaire, en fait, qu'on a appris à l'école, c'est que quand on s'approchait, en fait, d'un pH autour de 7, en fait, plutôt 6,5 chez nous, l'assimilation des minéraux était meilleure. Donc, c'est la chaux qu'on apporte, le carbonate, on améliore le pH et l'assimilation des minéraux qui sont là, phosphore, potasse, etc., soufre, etc., s'améliore. Donc ça, on le connaît depuis l'école, etc. Et en fait, j'ai pris le cas particulier du manganèse, où en fait, on se rend compte que même à pH 7, en fait, ça réduit plutôt en fait l'assimilation du manganèse. Et c'est pas un problème d'Ille-et-Vilaine, mais dans le Finistère, ils le savent. Souvent, ils apportent du manganèse en foliaire, parce qu'en fait, ils sont carencés en manganèse. Et c'est des carences induites, parce que quand on fait des analyses de sol, on en trouve, mais on trouve des carences de manganèse dans la plante quand on l'analyse sur blé. Et souvent, on voit le long des traces de roues, en fait, le sol est rappuyé
Donc on a chassé l'oxygène, donc le sol est réduit, il n'est pas oxydé, et en fait c'est là que le blé est vert. Et entre les traces, le blé est jaune et carencé en fait. Donc du coup, le deuxième critère qu'on a voulu essayer d'aller chercher pour comparer, pour aller voir, c'est le redox en fait. Donc là, vous avez de 0 à 14, donc le pH, et en fait ici, vous avez, donc c'est en millivolts en fait qu'on calcule, en fait le redox. Donc pour faire une petite définition imagée, le redox, j'ai une cheminée, j'ouvre le tiroir à cendre, j'apporte de l'oxygène, je brûle de l'énergie, j'oxyde, je ferme le tiroir à cendre, mon brasier diminue, là j'arrête de perdre de l'énergie, je suis plutôt réduit. Donc nous c'est ce qu'on va plutôt chercher, c'est ce qu'on met dans les minéraux pour les vaches ou pour nous, un antioxydant. En fait c'est plutôt ça qu'on va chercher pour se retrouver sous la forme du manganèse, Mn de plus, où là il est assimilable pour le blé, alors que quand il est oxydé, donc quand on monte ici, en fait il est sous forme MnO2 et du coup là il n'est pas assimilable pour la plante, pour le blé. Donc en fait il y a le pH, c'est un critère important évidemment, mais il y a aussi l'oxydoréduction. Et en dehors des produits AMU, il y a déjà des principes en fait, qui font augmenter le pouvoir tampon d'oxydoréduction, c'est le volume foliaire. Donc ça c'est les travaux du son du CIRAD, qui a beaucoup travaillé sur des plantes tropicales au départ. Et en fait, si on associe les feuilles de n'importe quelle biomasse végétale à des panneaux solaires, plus on a de biomasse végétale en fait, et plus on augmente la taille de la batterie du pouvoir tampon d'oxydoréduction. Et quand on va venir oxyder, parce que parfois on n'a pas le choix, je travaille un sol, j'apporte de l'engrais de la famille HAT à la fin, phosphate, ammonitrate, des phytos, je vais oxyder. Et en fait, si j'ai bien augmenté mon pouvoir tampon d'oxydoréduction, ça va tamponner en fait les effets oxydants que je peux avoir en travaillant mon sol, en apportant des phytos ou des engrais. Donc là, c'est les couverts permanents, les dérobés, le plus de biomasse pour faire le maximum de photosynthèse. En fait, où quand on sème quelques kilos jusqu'à 100-200 kilos, on en sort 5-10 tonnes hectares de matière sèche. Entre les deux, il y a évidemment la fertilisation avec les nutriments, mais il y a la photosynthèse entre les deux qui crée ça. Et en fait, d'après toujours les travaux de Husson, on s'est rendu compte qu'en fait, il calcule des indices de stress, en fait, où quand on oxyde de trop ou quand on basifie de trop, en fait, on arrive dans la croix redox pH à des zones qui deviennent favorables pour l'arrivée des champignons, des parasites, etc. Et en fait, l'idée, c'est de ne pas aller vers là pour, avant de mettre un fongicide, un insecticide ou en bio, on a le droit de rien mettre. En fait, c'est d'éviter d'aller dans cette zone-là. Et en fait, l'idée, c'était d'aller le mesurer, en fait, pour voir l'incidence que ça pouvait avoir. Avec le Clos à Saint-Marc-le-Blanc, à côté de Fougères, on avait travaillé en fait sur, c'était de l'ammo à 900 € la tonne il y a 3-4 ans, là, enfin, sitôt la guerre d'Ukraine et tout ça. Donc il se dit, est-ce que je dois mettre ou pas d'engrais à 900 € la tonne? Bon, ça a diminué depuis, etc. Mais, de se poser la question pour avoir donc quelqu'un qui a 220-30 vaches, quelque chose comme ça, et qui pâture quand même en fait, et qui avait l'habitude d'apporter 100 kg d'ammo sur ses pâtures. Donc en fait, on a comparé l'olisol seul, donc le produit sol, l'engrais 100 kg d'ammo à l'hectare et 50 kg d'ammo avec l'olisol. Et en bleu, c'est la première coupe, deuxième coupe en orange, ça c'est l'été, on était en 2022 avec l'été que vous connaissiez, et la troisième coupe en jaune. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quasiment autant de tonnage à l'hectare, donc avec l'olisol qu'avec 100 kg d'ammo. Et du coup, la première coupe était à la faveur de l'ammo, et pour faire vite fait, mais on avait une proportion de légumineuses qui était plus importante. Là, on n'utilisait pas d'ammo, donc on a des valeurs alimentaires de fourrage qui sont meilleures. Et en fait, comme les légumineuses arrivent plus tard en saison, en fait, on a une compensation du rendement par les coupes qui suivent derrière. Donc en fait, et le meilleur compromis était avec demi-dose d'ammo, 50 kg, et l'olisol. Et là, on était à 10 tonnes de matière sèche en 2022. Autrement, là, l'historique un petit peu ici, c'est que on a commencé par de l'orge, la parcelle qu'on va aller voir à 400-500 mètres. Donc première année, c'est blé, orge, colza, la rotation, labouré 2 années sur 3 ou 3 années sur 3 suivant le contexte. Et en fait, donc on l'a appliqué, donc on va retourner le voir. Donc on a calculé toutes les composantes de rendement, épi mètre carré, grain mètre carré, rendement, coefficient de talage. Et en fait, on passait de 550 à 640 épi mètre carré, le grain à 14 700 à 17 000 et quelques, et on prenait 11 quintaux la première année en fait. Et la petite particularité qu'on retrouve pas trop, mais pas très loin, 1 kilomètre chez Stéphane qui est par là, c'est qu'on avait 8 jours de retard des piaisons en fait, donc sur une année très oxydante, parce que c'était 2022 et avec la sécheresse et la canicule, et du coup on avait 8 jours d'écart des piaisons, l'orge traitée,
était en retard de 8 jours, enfin si on peut dire, ou l'autre était en avance. Et du coup, pour arriver malgré tout à 11 quintaux supplémentaires. Donc aujourd'hui, Stéphane, chez toi, tu peux dire qu'Olisol, ça fait quelque chose. Tu sais pas encore si c'est dans le bon sens. On va attendre 15 jours pour battre. Mais en tout cas, voilà, les 300 grammes hectares que parlait Rémi, l'incidence, c'était ça. Et on l'a moins vu 2023-2024 parce que c'était des années humides, donc un climat plus réduit, et on avait moins d'écart de maturité pour l'orge, en fait. Voilà, donc les résultats qu'on retrouve ici. Là, c'était à la chapelle Poixic, là, chez Jean-Paul Ligné, c'était du soja qu'il avait fait. Pareil, printemps 2022, semé dans la poussière. On avait semé 65 grains mètre carré, on avait 59 grains levés pour la partie olisol, et la même densité, 46 grains levés pour la partie sans olisol. Et en gros, c'est comme les haricots, c'est par paire de feuilles, et du coup, on avait une paire de feuilles supplémentaires, avec un développement racinaire, donc en plein champ, qui rejoint un peu les travaux de Nathalie. Voilà, faut que je parle doucement, il paraît. Voilà, et là, c'était l'an dernier, donc à Arzal, le long de la Vilaine, limite Ille-et-Vilaine-Morbihan, là, donc sur très peu d'épaisseur de terre, on était sur de la luzerne, et où on a fait témoin zéro, olisol et l'oliferti. L'oliferti, c'est un gypse sulfate de calcium avec l'olisol, et on y a rajouté du cuivre et du zinc, qui est souvent les deux oligos manquants dans les sols en fait bretons. Et donc on a la densité, le nombre de kilos au centimètre de hauteur ici, et en orange, on a la pousse, donc en kilos par hectare et par jour. Depuis cette année, on a du coup acheté ce matériel là qui permet en fait de le faire rapidement. Donc on a démarré il y a un mois à peu près là, de pincer en fait une quinzaine de feuilles qui nous donne toute une série de mesures et qui nous permet de calculer la richesse en minéraux, le pH, le redox, la conductivité, le Brix, comme vous avez l'habitude de calculer sur les colostrums par exemple avec un réfractomètre. Et du coup, ça, c'est de faire des mesures rapides, en fait, comme un infralyseur, comme on a l'habitude de faire pour la matière sèche d'un maïs. Là, on le fait rapidement. Donc là, depuis un mois, on le fait. On est en fin de cycle sur blé, du coup. Et là, chez Stéphane, que je remercie aussi, du coup, on a laissé maïs, qui est à peu près 1 kilomètre d'ici, là. Et là, on attaque en début de cycle et on va aller jusqu'à après floraison pour tester, en fait. Donc, pour en tirer des conclusions. Et là, sur le blé, donc, comme dirait Dominique, un bon essai, c'est quand on a plus de questions à la fin que de réponses. C'est que, voilà, on a mesuré plein de choses, on peut affirmer des choses et d'autres qui nous interpellent et qui méritent d'y réfléchir pour faire d'autres protocoles les années d'après. Donc, on n'a pas fini de réfléchir. Du coup, là, juste ce qu'on peut affirmer en ayant fait, donc c'est le haut de la parcelle de blé qui est de l'autre côté de la route, là-bas, où en fait, on calcule donc l'azote total, l'ammonium et le potassium. Donc en fait, l'azote total, on est à 19% d'azote total supplémentaire, la potasse à 8% supplémentaire et 43% d'ammonium supplémentaire entre le témoin et l'olisol. Donc nous, ce qui nous interpelle, et on n'a pas toutes les réponses aujourd'hui, c'est le taux d'ammonium sur azote total qui est à peu près le double en olisol par rapport aux témoins non traités. On n'a pas toutes les réponses et à fouiner, savoir pourquoi en fait. Mais en tout cas, on a plus de minéraux dans la globalité, 4% de taux de chlorophylle, 4% supplémentaire de chlorophylle. Ici, on a le phosphore, magnésium, calcium. Donc on a plus de phosphore, plus de magnésium. Et en fait, on a moins de calcium dans les feuilles. Et d'après en fait, les fourchettes de l'outil là qu'on utilise, le calcium est de toute manière excédentaire. Même quand on en a moins, nous, avec l'olisol, on était déjà excédentaire d'après leurs fourchettes à eux en fait. Mais on en retrouve moins. Et là, on a cuivre, zinc et silice. Et le cuivre, on est quasiment pareil, on doit passer de souvenir de 0,35 à 0,34. Et on a 34% de zinc supplémentaire et 20% de silice supplémentaire. Donc globalement, la tendance, elle est à avoir plus de minéraux. Donc là, j'ai pris la dernière feuille étalée, celle qui est juste avant l'épi. Et on est dans un stade aujourd'hui, enfin c'est déjà même bien avancé, où ce sont les réserves de la feuille qui montent vers l'épi. Et en fait, on peut supposer une réserve un peu plus importante pour aller vers l'épi. Et je pense qu'on ne l'a jamais fait jusqu'à maintenant, mais il faudrait aller jusqu'au taux de protéines du blé, etc. Comme on voit qu'on a plus d'azote, est-ce qu'on a plus de protéines à la fin ou pas? On savait qu'on avait plus de rendement, on ne le retrouvait pas forcément en PS, mais plus de rendement. Et là, il faudrait aller calculer le taux de protéines et de voir si l'azote total qu'on a en supplément se transforme en protéines dans le blé. Et du coup, quand vous le donnez à vos animaux ou quand vous le vendez, la protéine, ça peut rapporter. Même si c'est du blé, c'est pas du soja, mais quand même,
Donc voilà, donc plus d'oligo, plus de macro-éléments, une activité chlorophyllienne légèrement supérieure de ce qu'on a pu voir sur le blé. Le maïs, on est en cours, il est à 8 feuilles à peu près aujourd'hui. Voilà, on le fait tous les 8-10 jours, on fait des mesures. Et il est trop vite de conclure quoi que ce soit sur le maïs pour l'instant. Et depuis l'été dernier, en fait, on travaille avec un laboratoire d'analyse de sol qui est capable de nous faire le pH, pH-eau, les minéraux, comme d'habitude, comme une analyse chimique et physique classique, mais qui est capable aussi de nous mesurer la vie du sol, de mesurer les populations de protozoaires, de bactéries, de protozoaires et de champignons. Et il le fait, là on a synthétisé, mais ceux qui sont actifs, les latents et les morts. Et ça nous donne les bactéries totales. Pareil pour les protozoaires, pareil pour les champignons. Et en fait, on l'avait déjà fait à l'automne sur la même parcelle. Le niveau bactérien restait le même. Par contre, on augmentait 35% la masse le nombre de champignons. Ça, c'était fin novembre par là. On l'a refait fin avril, donc il gelait encore le matin, une activité biologique tranquille, on va dire. Ça n'avait pas démarré encore plein pot fin avril. Et ben en fait, protozoaire, on augmente de 19% témoins au lysol, de 24% en bactéries, et 24% en nombre d'individus de champignons. Donc en fait, la vie du sol, on parlait des vers de terre, c'est la partie visible, on va dire, de l'iceberg, des vers de terre. Ben là, en fait, on mesure des populations de protozoaires, champignons, bactéries. Ben en fait, on va dire, la vie du sol se passe mieux. Les minéraux semblent plus assimilables et du coup se retrouvent de manière plus importante dans le végétal. Et à revérifier une 4e fois pour la 4e récolte, à supposer que ça amène aussi plus de rendement du coup à la fin. Voilà dans l'idée, donc c'est d'apporter chaque critère, parce qu'évidemment il y a des cases vides, c'est une technologie un peu particulière. L'AMO, il faut 3 unités d'azote pour faire un quintal, bon ok, ça c'est mathématique, enfin, ou presque tout le temps. Là ça l'est un peu moins, c'est d'essayer d'apporter des critères pour comprendre en fait pourquoi à la fin on a plus de rendement. Et cet outil-là est calibré sur tomates, melons, concombres, blé, colza, maïs. Il y aura d'autres cultures à venir. Et je pense, si c'est plus de minéraux dans vos prairies, si c'est plus de minéraux dans vos maïs, etc., c'est aussi en valeur alimentaire, c'est pas que pour le rendement et la culture de vente, en fait. Donc voilà. Et là, c'était juste une synthèse de l'an dernier, où les blés étaient globalement pas bons, il n'y a pas eu 50 quintaux de moyenne, enfin l'année était comme elle était l'an dernier. En orge, qui se retrouve là au-dessus où est le colza, en fait, on était passé de 61 à 69 quintaux, mais semé avant l'excès d'eau, on va dire, et puis sur une parcelle plus facile. Et le colza, en fait, donc on n'avait pas de témoin zéro dans la parcelle pour des raisons particulières, mais en tout cas, on faisait 30 quintaux, là on va aller voir le blé, et 35 de l'autre côté, pendant que les voisins, copains faisaient autour de 20-22 quintaux en colza. Voilà, donc on était autour de 8 quintaux supplémentaires en colza, et de 22 à 30 quintaux on passait, et de 61 à 69 quintaux en orge. Et là, donc en fait là on est sur l'orge, c'est à 400-500 mètres, on va aller voir tout de suite après, où là il y a l'olisol sur la gauche et le témoin qui est sur la droite, et c'est un olisol en fait première année. Donc c'était un témoin zéro depuis 4 ans, enfin depuis tout le temps, il n'y a jamais eu d'olisol. Et en fait, on a voulu voir la première année, l'impact. Et en fait, on a 15 mètres, 30 mètres même, où il n'y a pas d'olisol. Et après, on repart sur un, donc voilà, là c'est les talons, on peut dire. Donc là, il y a l'olisol à gauche et pas à droite. Donc il y en a un qui m'arrive sous les fesses et l'autre au niveau des genoux. Donc voilà, juste pour voir. Mais ça, on va le revoir en direct tout à l'heure. C'était fait il y a vendredi dernier. Oui, voilà, c'est ça. Donc sur l'orge, on va aller voir ça tout de suite. Et du coup, il y a la gamme complète. Donc on a un essai pluriannuel, que ce soit blé, orge ou colza. C'est tout le temps les mêmes modalités avec la gamme complète AMU que Rémi vous a parlé là-bas. Donc le racine, sol et produits feuilles. Donc là, c'est le blé qui est de l'autre côté de la route. Ouais. Voilà, donc là on va vers Toury, là. Donc à gauche de la trace de pulvé, on a l'olisol, à droite on a le témoin. Donc là, vous allez le voir de vos propres yeux tout à l'heure, en fait. Et voilà, ouais. Hop. La même chose. Oui, ok, d'accord. Donc là, il y a des irrégularités de terrain, qui sont comme ça. Et du coup, on voit quelque chose de plus calibré, plus homogène,
moins de trous, et puis à hauteur d'homme, vous verrez tout à l'heure ce que ça va pouvoir donner. Mais plutôt, c'était intéressant de le voir de plus haut que nous, en fait. Et voilà. Alors que les irrégularités, Dominique, n'hésite pas, si tu veux, tu connais tes champs mieux que moi. Mais en tout cas, voilà, on trouve sur les irrégularités qui doivent être les mêmes, sur des terrains à peu près identiques, quelque chose de plus calibré, plus homogène, en fait, et une hauteur un peu plus importante, mais sans s'en rendre compte en réel tout à l'heure. Ouais, donc là, on a fait un essai aussi sur de micro-parcelles, un essai azote. Donc là, l'idée, c'était la courbe de réponse à la dose d'azote. En fait, on a un essai, les mêmes modalités avec Olisol et l'autre sans Olisol. Et en fait, on va 0, 50, 100, 150, 200 unités d'azote sur tout le cycle. Et en fait, comme on doit théoriquement apporter 3 unités d'azote pour faire un quintal de blé supplémentaire, et si on fait du rendement supplémentaire, est-ce que je dois apporter plus d'azote ou pas? Aujourd'hui, on ne sait pas le dire. Du coup, on va tout mesurer. Donc, chaque modalité a été répétée 3 fois. Donc, 3 fois 0 kg d'azote, 3 fois 50 unités d'azote, etc., etc. À gauche, la trace de pulvé, enfin là, à droite, on est à l'envers, du coup, avec l'olisol, et à gauche, sans olisol. Donc, si les deux courbes font 15% d'écart et sont parallèles, on va dire ça ne sert pas forcément à quelque chose d'apporter de l'azote supplémentaire. Par contre, si les courbes s'écartent, c'est-à-dire que plus je mets d'azote, plus j'ai d'écart de rendement avec l'olisol. Aujourd'hui, on va battre et on pourra le conclure pour mieux vous conseiller sur la fertilisation, quand on peut en mettre, bien sûr, à apporter avec l'olisol ou sans l'olisol. Voilà, donc on savait que ça rendait plus, mais est-ce qu'il faudrait en mettre ou pas pour atteindre le potentiel maximum de la culture? Donc voilà. Là, je sais pas si ouais. Là, on va vers la fin de la parcelle, ouais, voilà. Donc ça, c'est l'essai azote. Ouais. Voilà, donc c'est toutes les micro-parcelles, en fait. Donc je vous dis, chaque modalité d'azote, 0, 50, 100, 150, 200, est répétée 3 fois. Donc elles font 3 mètres de large, la batteuse en fait 1,60 m, on prendra en plein milieu pour éviter les effets de bordure. Et en fait, on fera plein de petits sacs qu'on s'amusera à peser après. Et du coup, pour faire les courbes de réponse à la dose d'azote. Donc à gauche de la trace de pulvé au milieu, on a l'olisol, et à droite, on n'a rien du tout. Enfin, on n'a pas d'olisol. Voilà. Et c'est exactement les mêmes modalités à gauche comme à droite. Donc voilà. Et du coup, il y a un autre essai micro-parcelle où on continue à travailler sur d'autres amendements. C'est pour nous de la R&D. En fait, on va chercher aussi une courbe de réponse à un amendement qu'on utilise pour nous avancer plus tard. Là, c'est de la R&D. Voilà. Donc là, c'est les guignols de l'info. Voilà. Mais à gauche, il y a de l'olisol. À droite, il n'y en a pas. Voilà. Malgré tout, on sert de beaux tuteurs. Donc, bonjour, donc moi je m'appelle Nathalie, effectivement je suis chargée de recherche et développement au laboratoire en ProLisLab. Moi j'ai été formée à l'école des plantes de Paris, plutôt sur le versant botanique et aussi sur tout ce qui concerne l'arboristerie, les plantes médicinales, l'huile essentielle. Et j'ai aussi un bagage de naturopathe. Donc moi aujourd'hui en fait je travaille sur en ProLisLab. En ProLisLab c'est vraiment, donc, comme l'a dit Rémi, comme il vous l'explique depuis tout à l'heure, la branche vraiment recherche et on va dire mise au point des produits. Donc nous ici on va tester vraiment les formulations, mettre au point différents types de choses. Alors plutôt sur la partie, moi je vais plutôt travailler sur la partie in vitro. Donc on fait en fait un préalable où on va prendre des blés, des maïs que l'on va mettre en pot et dont on va totalement en fait maîtriser les conditions, c'est-à-dire qu'on va avoir exactement le même sol, on va maîtriser les conditions d'arrosage, la température, ce qui nous permet en fait de pouvoir tester des produits et de voir vraiment quelle est la variabilité apportée par le produit qu'on va pouvoir tester. En isolant vraiment toutes les autres variables possibles. Moi je vais avoir une observation plus déjà qualitative. C'est vrai que ça paraît un peu étonnant ces histoires de peau, mais c'est vrai que déjà quand vous allez les toucher, quand vous allez les observer, quand vous allez sentir les racines, des fois il y a des choses qui ne se voient pas à l'œil nu et qui vont se sentir. Et puis donc après on va avoir une évaluation plus qualitative et quantitative où on va faire des poids de racines, des poids de feuilles, on va tester du Brix, du Redox.
En fait, ces expérimentations in vitro, elles ont plusieurs avantages pour nous, c'est-à-dire qu'elles nous permettent de tester, d'aboutir des produits, de valider aussi des formulations, que ce soit des synergies, de vérifier des compatibilités entre les produits, parfois même des formes de produits, que ce soit de la poudre, que ce soit sous forme de sprayage, enfin voilà. On fait différents types d'essais. Le gros avantage, c'est que nous, moi, je vais pouvoir proposer des cycles de 40-50 jours, quand, en conditions normales, on va être sur un cycle à l'année. Donc ça nous permet de valider, de revalider tous ces essais, toutes ces formulations, pour être sûr qu'à un moment donné, on a vraiment un produit abouti. Et notamment, on travaille beaucoup sur cette technologie AMU, pour essayer vraiment d'avoir des produits qui correspondent le mieux aux effets recherchés et efficaces, et de comprendre aussi comment la plante peut réagir par rapport à ça. Donc voilà un petit peu les atouts de ce laboratoire qui existe maintenant depuis déjà quelques années. Là, c'est une expérimentation qu'on avait fait l'année dernière sur du blé, où effectivement on voit, ne serait-ce qu'à l'œil nu, déjà en termes de racines, on voit des racines qui sont un petit peu plus solides. C'est vrai que ça se voit pas à l'œil nu, mais moi, quand je vais enlever les peaux, choses comme ça, c'est des choses que je vais pouvoir sentir. Et puis, on a observé aussi un petit peu plus de développement racinaire, notamment ce qui va être la rhizosphère et tous les échanges qui après vont être intéressants pour la plante et pour le sol. Donc ça, on arrive à voir notamment avec une sorte d'exudat racinaire où on voit très bien quand on manipule, qu'on en a un petit peu plus dans tout ce qui concerne les produits olisol notamment. Ça sont des mesures qu'on avait faites sur des poids de racines, des poids de tiges, des longueurs de tiges, voilà, en comparaison, dans les mêmes conditions. Et donc là-bas, je vous ai amené d'autres types de mesures qu'on a faites qui sont plus là. Voilà, donc l'idée c'est de faire pousser un certain nombre de plants. Là, on est parti sur 20 graines de blé. Et après, d'observer déjà visuellement ce qui se passe. Et puis surtout après d'aller quantifier, parce que c'est vrai que l'aspect visuel c'est quelque chose, mais ça ne fait pas tout. On voit bien qu'après il se passe des choses. Donc là on voit très bien du chevelu racinaire qui se développe. On voit aussi que la plante talonne un petit peu dans le fond du pot, donc il faudrait qu'elle sorte un peu. Et donc là on est sur un pot témoin, et là on va être sur sur des choses. Donc là, on sent en fait qu'en termes de, ne serait-ce qu'en termes de texture, on a un petit peu plus de matière ici quand même, voire plus. Et tout ça, après, on le quantifie, c'est-à-dire qu'on va le quantifier en racines humides et on va le quantifier aussi en racines sèches surtout, parce que c'est surtout la racine sèche qui va nous intéresser. L'humidité, c'est une variable. On peut avoir un peu plus d'humidité sur des racines. Donc c'est ça qui va être intéressant. On va regarder aussi le tallage, comment ça se passe. On va mesurer Brix et Redox. On peut voir, alors peut-être un peu moins sur ceux-là, mais on avait d'autres types de séries de pots où on voyait plus de petits détritus. En fait, on voyait très bien les racines aller vraiment s'infiltrer dedans, et on voyait une différence. L'année dernière, quand on l'a fait, il y avait une réelle différence entre le témoin et Olisol. On sent qu'il y a certainement plus d'échanges, ou en tout cas il se passe quelque chose dans l'interaction avec le sol qui est différente, ne serait-ce qu'en observation simple. Donc voilà, et tout ça nous permet après d'en faire des conclusions et de se dire on va plutôt aller tester tel produit où on sent qu'on a une tendance avec ce produit-là, et du coup on va aller tester ça en culture. Et là c'est la partie